Bonjour à tous, je m'appelle Ray Chaya et je suis responsable de l'expérience et de la culture des employés chez Zurich Canada. Chez Zurich, en collaboration avec la Fondation Z de Zurich, nous visons à créer un mouvement mondial pour améliorer le bien-être mental des jeunes au Canada et ailleurs. L'investissement dans le bien-être mental des jeunes permet de sauver des vies et d'obtenir des résultats positifs dans de nombreux aspects de la vie. Lorsque l'on s'occupe du bien-être mental, les personnes sont en mesure de réaliser leur plein potentiel, de gérer leur stress et de contribuer positivement à leur communauté. Nous nous engageons à assurer un changement important et durable et croyons qu'en nous associant à des organismes de bienfaisance comme JA Canada, nous pouvons aider à renforcer les capacités de ces organismes afin de leur permettre de faire évoluer leur travail à long terme. Au nom de Zurich Canada, je vous souhaite la bienvenue à la série de webinaires Les clés de la réussite. Nous espérons que vous allez apprécier les conférenciers et conférencières et que vous envisagerez de participer à d'autres programmes et initiatives connexes de JA. Ane bojo, Gechiwabish Komakwa Indigenous Minonim Kings Indigenous ou Kikendan Donjuba, Venishan Dondam Venishna Benindown Swakmak Indonda. Bonjour, je m'appelle Connor Lafortune, je viens de la Première Nation d'Okies dans le nord-est de l'Ontario sur le traité Robinson-Huron de 1850. Je vais rentrer dans ma maîtrise en Indigenous Relations en septembre à l'Université Laurentienne et j'ai gradué de mon bac à Nipissing University en Indigenous Studies, Social Justice and Gender Equity avec une mineure en Legal Studies. Je travaille maintenant dans la promotion de la vie, l'éducation autochtone et la réduction des méfaits pour des organisations comme la Commission de la santé mentale du Canada, School Mental of Ontario et le Thunderbird Partnership Foundation. J'ai été élevé dans une petite communauté appelée Noëlleville, qui était juste en dehors de ma Première Nation. C'était une très petite communauté. À l'école secondaire que j'ai été, était 54 élèves, de la 7e à la 12e, l'année que j'ai gradué. Donc on était très peu dans l'école et dans la communauté aussi. Je pense qu'on était à environ 1500 personnes. C'était une communauté très francophone, très catholique et très blanche dans toutes les essences du mot. Je vis avec beaucoup d'intersectionnalité, donc évidemment je suis une personne autochtone, une personne francophone, mais je suis aussi une personne queer et une personne qui a souffert de troubles de santé mentaux. Donc j'ai eu beaucoup de dépression et d'anxiété dans ma jeunesse. Je suis aussi une personne qui est neurodivergente. Donc c'est quelque chose qui a toujours influencé mon parcours. Mais pour moi, la résilience et la façon que j'ai été capable de surmonter beaucoup de mes défis, c'est les communautés que j'ai créées au fil du chemin. Donc, ces jours-ci, je passe beaucoup de temps dans mes communautés autochtones, les communautés que j'ai créées à Sudbury où je vis maintenant, mais aussi ma communauté d'Okies, que je communique souvent via Facebook ou à des cérémonies lorsqu'on se voit ensemble. Pour moi, le réseautage, c'était quelque chose qui a tellement aidé à prospérer ma santé mentale. J'étais quelqu'un qui m'est souvent isolé dans ma communauté parce que je me sentais très seul, je me sentais très différent de la communauté dont j'ai été élevé. Donc j'ai passé beaucoup de temps seul, en solidarité, vraiment isolé des gens autour de moi, un peu par choix, mais aussi par nécessité de survie vraiment. Donc pour moi, créer la communauté et voir les gens qui me ressemblaient, c'était quelque chose qui m'a tellement aidé à prospérer. J'étais capable de trouver des gens qui étaient queer, qui étaient autochtones, qui étaient francophones et des gens qui étaient les trois. Puis c'était vraiment pour moi une source de résilience, d'être capable de trouver des gens qui me ressemblent, des gens partager des histoires, des gens qui comprenaient mon histoire sans avoir à donner tous les détails. J'ai aussi accédé beaucoup de services de santé mentale. Donc au secondaire, j'ai passé beaucoup de temps avec les counselors qu'on avait à l'école. J'ai passé du temps en thérapie, en cercle, en groupe. Mais pour moi, la thérapie ou le sens de santé mentale vient vraiment des cérémonies que j'atteins
dans mes communautés. Donc, les round dance, les powwow, mais aussi les cérémonies plus précieuses où on partage et on a un moment de puissance ensemble, de partager nos histoires, de parler de nos troubles, mais aussi de parler de notre résilience en communauté. Je travaille maintenant en promotion de la vie dans les communautés autochtones où on met vraiment l'effort sur la résilience et les approches basées de force. Donc, lorsque tu es une personne autochtone, c'est souvent ça qu'on voit, c'est les défis qu'on a dans nos communautés. Donc, les suicides, les meurtres, les harcèlements, les choses comme ça qu'on voit souvent. Donc, on est toujours basé sur un sens de défi. Puis la promotion de la vie rentre pour parler de les positifs qu'on a dans notre communauté, les façons qu'on peut promouvoir la vie. Donc, les cérémonies, les cultures de la communauté, le langage, toutes ces choses-là qui promouvoient la vie dans nos communautés. Pour moi, c'est quelque chose qui a tellement changé mon vécu. Le métaphore qu'on utilise souvent en santé mentale autochtone ou en promotion de la vie, c'est que la prévention du suicide et la façon que la santé mentale est faite dans le monde occidental, c'est très basé sur sortir les gens de la rivière juste avant qu'ils se naissent. Donc c'est vraiment de juste arriver à la dernière seconde pour essayer de les sortir de la rivière. Puis la promotion de la vie garde les gens racinés et prêts à même pas rentrer dans la rivière. Donc c'est vraiment de juste garder les gens sur terre, les ancrer dans la communauté, les ancrer dans la terre, dans les belles choses qu'on trouve, le langage, les gens autour de nous. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est tellement un aspect de résilience dans nos communautés. C'est la chose qui me garde moi aussi à continuer. Je suis aussi une personne qui marche la route rouge, donc je suis en sobriété, ça fait 3 ans. C'est quelque chose que j'ai fait en accent avec mes communautés, de vraiment juste bâtir des belles choses et d'être capable de jaser de vrais traumatismes qui sont vécus dans notre communauté au sujet de l'alcool, au sujet de la consommation et toutes ces choses-là. C'est vraiment pour moi de prendre charge de ma propre vie, être un homme autochtone qui est fort, qui est fier et qui peut vraiment aider à persévérer dans nos communautés. Donc comme j'ai mentionné, j'ai été élevé dans une petite communauté. Puis pour moi, c'était quelque chose que j'ai tellement adoré. Être proche du bois, être dans la forêt, être capable de faire des choses comme aller en 4 roues, aller en bateau, même des choses comme jouer au hockey ou au baseball avec une petite communauté. C'est tellement le fun. C'est quelque chose que j'ai toujours tenu à cœur lorsque j'étais petit. Puis encore, ces aspects-là sont très importants pour moi. Par contre, lorsqu'on est dans une petite communauté, il y a beaucoup des accès aux services qu'on en manque. Donc, les hôpitaux sont loin, on n'a pas de transport public, puis même accéder des services locaux, c'est très difficile parce que tu connais tout le monde connaît ta famille. C'est un peu trop entremêlant quand on accède des services, surtout des santé mentale. Donc pour moi, c'était très difficile de naviguer ça, surtout comme personne queer. Donc une petite communauté qui n'avait pas de service, qui parlait souvent pas des identités queer et qui n'avait pas les moyens pour m'aider. Chez nous, oui, j'avais à 1 heure des services qui pouvaient me permettre d'accéder à ces conversations-ci, mais j'avais pas mon permis de conduire. Il n'y a personne qui me conduisait à Sudbury pour faire ces choses-là, donc c'était très difficile à être une personne qui avait des identités différentes ou qui avait des différents besoins sans avoir les ressources de les recevoir dans une petite communauté. Donc pour moi, c'était quelque chose qui a eu le plus grand impact. Ce qui vient aussi avec une petite communauté, c'est la mentalité de petite communauté. Donc parce que tout le monde te connaît, c'est difficile de vouloir partager des choses parce qu'il y a un aspect de les gens vont me juger, les gens m'ont connu lorsque j'étais petit, donc lorsque j'essaie de changer mon identité dans leurs yeux, c'est un peu plus difficile à naviguer ces conversations-là. Il y a aussi l'aspect des parents qui sont bien placés dans la communauté, donc il y a cet aspect-là qui rentre aussi en jeu, puis j'ai des grands-parents, puis des arrière-grands-parents, puis une très grande famille, puis aussi une culture qui intersecte avec mon identité queer, donc c'est très différent de vivre maintenant dans un centre urbain où il y a les services partout, il y a ces conversations qui se font faire, mais pour moi, chez nous, de grandir là jusqu'à l'âge de 17 ans, c'était très différent d'être très seul dans ces conversations-là. Donc, pour moi, la résilience a commencé à se bâtir dans le fait que j'ai cherché pour des ressources en ligne, à des amis, porte-parole, de juste aller partout, de voir qu'est-ce qui pourra m'aider dans mon cheminement, puis vraiment de pousser pour la défense de soi. Donc pour moi, c'est très important lorsqu'on est dans un système qui veut nous oppresser, il y a une imbalance de pouvoir entre le docteur et toi, c'est de vraiment pousser pour faire entendre ta voix, de partager ton histoire, de vraiment
parler de qu'est-ce que tu as besoin de ton service médical, de ta thérapie, de toutes ces choses-là, de vraiment pousser pour tes droits, parce que c'est tellement important, c'est tellement facile de rester silencieux, mais c'est tellement important de vraiment avoir le courage de parler, de dire ce qu'on a besoin, parce que c'est la seule façon que les choses vont changer.